Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence aujourd'hui. C'est dans la série Hier nous parle. Quand vous recevez vos infolettes, vous voyez toujours le Hier nous parle. C'est une série de conférences. On essaie d'avoir environ 3 conférences par année. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Madame Marie-Charlotte Franco. Madame Franco est conservatrice au musée Colby Curtis à Stansted. Elle partage son temps entre la conservation de la collection et créer des expositions, dont la dernière qu'elle va nous entretenir aujourd'hui. Alors, Madame Franco est détentrice d'un doctorat en muséologie à l'Université du Québec à Montréal. Sa thèse portait sur la décolonisation et l'autochtonisation au musée McCall, ce qui lui a valu 4 prix d'excellence nationaux et internationaux entre 2021 et 2023. Ses intérêts de recherche lui donnent la possibilité de mettre en place des processus collaboratifs avec différentes communautés. Je pense que l'exposition actuelle, Les Généreux, en est un bon exemple. Alors, depuis 2014, Madame Franco enseigne également la muséologie au 1er et 2e cycle à l'Université du Québec à Montréal et en Italie. Alors, je vous laisse aux soins de Madame Franco. Je pense qu'on pourrait garder les questions pour la fin, ce qui serait bien pour garder le tempo de la conférence. C'est bon? Je vous laisse présenter plus en détail votre Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait très très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour bien finir la semaine et commencer la fin de semaine. Je remercie Jane Johnson et Ginette Henry pour l'accueil et l'invitation à vous partager en fait le fruit d'un processus de recherche et d'exposition qu'on a mené au musée. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici parce qu'en aparté, je disais que ça fait depuis le mois de mai qu'on est installé à Magog, mais vraiment à la limite avec un feu. Je fais partie d'ici. Puis c'est une manière aussi de m'intégrer. Enfin, je trouve ça super de pouvoir m'intégrer de cette manière aussi rapidement. Fait que je suis vraiment très heureuse. Fait que si vous me croisez à l'épicerie ou au parc, venez me dire bonjour. Je pense que je me souviendrai pas de tous vos visages, mais ça me fera plaisir de savoir que je connais certaines personnes dans la région, puisqu'on vient de Montréal. On a emménagé avec ma famille à Montréal, de Montréal. Donc aujourd'hui, j'aimerais en fait revenir sur le processus de l'exposition Les Généreuses de Caregivers que nous avons mené au musée, et aussi sur les défis qu'ont représenté le fait d'essayer de faire une histoire des femmes de la région de Stansted, parce que probablement que vous le savez, l'histoire des femmes, il n'y a pas beaucoup de choses dessus. C'est vraiment tout un autre processus qui se passe beaucoup moins dans les livres, mais plus avec les gens. Rapidement, j'aimerais présenter le musée Colby Curtis. Donc, c'est un musée qui est issu, en fait, et qui fait encore partie de la Société historique de Stansted, qui a été fondée en 1929 et qui a presque 100 ans dans quelques années. Et l'ouverture du musée a été vraiment concrétisée en 1973. Avant ça, il n'y avait pas de musée, même s'il y avait des objets qui avaient déjà été accumulés par les membres de la Société historique. Je voulais dire aussi que la Société historique de Stansted est une des plus vieilles au Québec et au Canada. Fait que, on pourra en parler. Là, je ne suis pas forcément experte, je suis au musée depuis 2023, mais c'est un bel exemple d'une société historique qui peut durer et qui est encore très vivante avec des membres actifs. En 1980, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Oui. Est-ce que je parle suffisamment lentement, enfin pas trop vite en fait? C'est parfait. C'est parfait. Okay. Si je parle trop vite, n'hésitez vraiment pas. Ça fait un petit peu de temps que j'ai enseigné, fait que je suis moins habituée. Je suis plus avec mon ordinateur ces temps-ci qu'avec des vraies personnes. Donc en 92, le domaine de Carol Croft est offert à la Société historique de Stansted. Donc depuis 92, le musée loge dans cette demeure victorienne d'inspiration géorgienne. Donc a aussi hérité de milliers d'objets qui étaient dans la maison où les Colby en fait habitaient depuis la création de la maison au début en 1859. Je pense que la maison a été créée. Donc vous imaginez qu'il y a énormément d'objets qui ont été accumulés. Et on a hérité de tous ces objets-là sans aucun ménage. Donc, on a tout pris
Il n'y avait pas de téléviseur des années 90, mais on a des napkins avec des Mickey Mouse dessus. Qui datent des années 90. Fait que, on a de tout, des objets très très victoriens, puis des objets beaucoup plus vintage pour nous. En 2024, donc l'année passée, on a eu l'heureuse nouvelle d'être classé bien patrimonial du Québec. Donc c'est un beau processus auquel je n'ai pas participé, donc je ne retire aucun honneur de ça, mais j'en suis bien fière de travailler dans un bâtiment patrimonial, puisque nos bureaux sont aussi au musée, donc on travaille dans une très belle maison. Et donc la collection comporte à date de ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas beaucoup de choses finalement, 115 000 documents d'archives, artefacts, photographies et livres anciens. Donc ça fait une grosse maison avec beaucoup de choses à garder en bon état, à épousseter. Donc ça fait pas mal de travail, et à cela s'ajoute la grange qui est attenante au domaine, en fait à la maison, et on a un jardin victorien aussi dans lequel il est très agréable de se promener ou de faire des pauses de travail l'été. C'est vraiment un magnifique endroit. Et on a aussi une école de rang qui maintenant est située à Stansted-Est, mais qui faisait, à l'époque, les municipalités n'étaient pas différenciées comme ça. Donc on a une école de rang dont je vais un petit peu parler, puisque rapidement, parce qu'elle est liée aussi bien à l'exposition et à la société historique. Ok, donc Les Généreuses est à l'affiche au musée depuis juin 2024 et se termine en mai 2025. Si certaines personnes voudraient la visiter en ce moment, le musée est fermé, mais on peut l'ouvrir pour vous. Il faut réserver, donc il y a une petite action supplémentaire autre que celle d'aller à Stansted. Il faut appeler, puis ça nous fera plaisir de vous ouvrir les salles. Il faut juste s'organiser, puisqu'on n'a pas de guide de janvier à mars. C'est la saison de travail pour les employés, mais moins pour les publics. Le commissariat a été assuré par Marie Lavorel, qui était une collègue en fait à l'UQAM. Quand j'étais au doctorat, elle avait déjà terminé, mais c'est une personne qui a beaucoup l'habitude de travailler avec des communautés, notamment les communautés rwandaises et tout ce qui est récit mémoriel. Donc c'est une personne qui est très à l'aise à travailler avec l'humain. Et c'est très différent d'un travail d'historien typique avec des livres ou avec des archives, où on est beaucoup plus en lien avec la littérature, mais moins avec les personnes vivantes. Donc ça demande quand même peut-être des aptitudes humaines différentes. Moi, ma formation à la base, je suis historienne. Puis maintenant, j'ai appris à travailler avec de la mémoire vivante qui est basée sur des souvenirs. Donc, il y a parfois des erreurs. Mais l'erreur fait partie du souvenir et de l'histoire que la personne a envie de raconter. Puis, il faut prendre ça aussi comme une source valable. La scénographie a été assurée par Mélanie Crépin et moi je me suis chargée donc, de tout le projet, de toute sa coordination qui a demandé en fait beaucoup de travail parce qu'il y avait énormément de partenaires et de personnes impliquées comme jamais il y avait eu au musée. Normalement il y avait une ou deux personnes qui travaillaient avec la personne en charge des expos. Là j'ai dû travailler avec plus d'une dizaine de collaborateurs en permanence. C'était quand même un gros projet. Donc, l'exposition présente le récit. Là, je vous lis un peu le texte de Marie qui est dans l'opuscule de l'exposition et aussi dans le texte d'introduction parce que c'est un texte qui résume extrêmement bien le projet et qui a été maturé très longtemps. Fait que je ne peux pas mieux dire ce qu'elle a dit. Fait que je vais vous dire ce qu'elle a écrit. L'exposition présente le récit de multiples traces vibrantes de l'engagement des femmes dans la région de Stansted. La notion de générosité est au cœur du projet, d'où le titre Les Généreuses. L'exposition revient sur l'altruisme légué par les grands-mères et des femmes puissantes, par des grands-mères et des mères puissantes qui ont nourri et pris soin au XXe siècle des aînés d'aujourd'hui. Leur engagement social a fortement contribué à la cohésion sociale territoriale tout autant qu'à la reconnaissance et à l'éducation des femmes. Les Généreuses proposent un retour sur le matrimoine légué par ces femmes engagées pour inspirer une réflexion sur ce qui peut nous lier aujourd'hui.
Donc ça vous donne un peu le ton pour les personnes qui ne sont pas allées voir l'exposition. Aujourd'hui, donc je vais juste vous parler de ces aspects-là, mais on pourra discuter d'autres choses qui ont piqué votre curiosité. La genèse du projet, le processus de co-création, la sélection des objets, parce qu'une exposition, c'est pas un livre, c'est en 3 dimensions, dans un espace où on va voir des objets, on veut vivre une expérience vraiment immersive. Donc, ça demande aussi d'autres façons d'envisager le processus de recherche. La mémoire des gestes et des valeurs qui continuent de vivre. Et enfin, je vais conclure avec ce qui ressort de cette exposition et ce qui nous permet ce qu'on en a tiré pour les prochaines expositions à venir. Donc, vous allez avoir des petits insights de ce qui s'en vient au musée, ce sur quoi je travaille en ce moment. Donc, la genèse du projet. En fait, tout part d'une intuition du directeur et conservateur en chef Samuel Gaudreau-Lalande, qui était venu l'année passée donner une conférence ici en 2023-2024. Donc, Samuel Gaudreau-Lalande a eu l'intuition en 2022 de faire vraiment une histoire des femmes. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, de rééquilibrer en fait le discours très souvent muséal, mais social en général, sur la valorisation ou la sous-valorisation de l'implication des femmes. Donc en 2022, il a déposé un projet de subvention pour obtenir des sous, parce qu'on travaille tous comme ça, hein, il nous faut des sous pour travailler sur un projet, donc on dépose des demandes pour travailler sur ça. Parallèlement à ça, en 2011, le musée s'est fait donner en fait des fonds d'archives de plusieurs branches des Women Institute de la région de Stansted. Je vais vous parler un peu plus longuement de ce que sont les Women Institute, mais rapidement, c'est un peu l'équivalent des cercles de fermières, mais dans le monde anglophone, à la différence que ces Women Institute étaient quand même organisés aussi autour de l'éducation des femmes en milieu rural, qui donnaient des bourses aux étudiants qui partaient faire des études postsecondaires, garçons ou filles, organiser beaucoup d'événements sociaux, je vais vous en parler. Il y a quand même quelque chose qui est un peu plus organisé, et c'était aussi des associations qui étaient chapeautées, ou en tout cas valorisées par la couronne britannique. Il y a quand même une espèce de prestance, et c'est aussi donc des associations qui existaient partout dans le Commonwealth. Il y avait des Women Institute en Inde, par exemple. Donc il y a vraiment une espèce de collaboration et de coopération et de solidarité féminine à travers le monde, à travers en fait les anciennes colonies et colonies encore de la couronne. La troisième chose importante à prendre en compte pour ce projet-là, c'est que en 2020-2021, le musée a opéré un virage social et communautaire assez important. En fait, Samuel Gaudreau-Lalande a été embauché par le CA du musée pour donner la place à la communauté, pour rendre le musée à la communauté. C'était un de ses mandats. Donc, c'est vraiment renverser les habitudes et les relations qui s'étaient tissées depuis plusieurs décennies, à savoir que le musée était globalement fréquenté par des personnes anglophones, aisées financièrement, avec un haut niveau d'études. C'est très bien, hein, mais on voulait, en fait, le CA voulait élargir le bassin de public, puis aussi donner la chance à des personnes qui vivent à Stansted ou dans les environs d'aller dans un musée. C'est quand même une grande chance d'avoir un musée dans sa localité, là, c'est pas donné à tout le monde. Puis il fallait que les gens en profitent, mais pour ça, il fallait que le musée, on peut pas attendre que les gens viennent nous voir si on n'est pas très accueillant ou si on n'est jamais tourné vers les personnes qu'on ne voit jamais. Fait que l'idée, c'était d'ouvrir la porte. Donc, cette exposition a été un premier opus réellement mené. Il y avait déjà eu une introduction avant, mais là, on a vraiment fait un essai concluant là-dessus. Et donc, moi, je suis arrivée en 2023 au musée. Comme Ginette l'a dit, je travaillais sur les processus de collaboration, fait que ça a probablement joué pour qu'on m'embauche. Et on m'a dit, bah tiens, on a eu la subvention, débrouille-toi avec ça. Ok.
Et donc j'avais un budget qui était en fait le plus grand budget jamais obtenu auparavant par le musée. Donc beaucoup d'argent pour moi déjà et pour le musée. Trouver des collaborateurs, trouver du monde avec qui le musée, en fait qui voulait travailler avec le musée et trouver des personnes intéressées qui faisaient pas partie du noyau dur des membres du musée, de l'élite anglophone éduquée. Donc ça, c'était un défi parce que moi, j'arrivais, je connaissais personne, j'arrivais de Montréal, puis il fallait que pas que j'embauche là, mais que je fasse venir des personnes que je connaissais pas, mais qui connaissaient pas forcément le musée non plus. Donc ça, c'était un bon défi. Puis il faut savoir aussi que depuis 2 ans, on a une équipe élargie. On est passé de 3 personnes à temps plein à 6. Donc ça fait beaucoup plus de monde. Puis avec vraiment une vision où tout le monde travaille autour des projets ensemble. On ne travaille plus en silo, comme ça a pu être le cas auparavant, d'après ce que j'ai compris. Mais vraiment, on travaille tous ensemble. Donc on est tous à œuvrer pour ce virage social et communautaire à travers les expos, l'éducation, l'accueil des publics. Fait qu'il y a quelque chose qui part de nous et de la communauté, puis un va-et-vient assez intéressant. Pour ce qui est du processus de co-création, j'ai proposé en fait de m'associer avec le Centre d'action bénévole de Stansted, le CAP, comme il y en a plusieurs dans la région, ainsi qu'une autre association qui finalement a travaillé, on a travaillé d'une autre manière avec eux, Literacy in Action, qui eux travaillent vraiment en littératie, plutôt avec des personnes très isolées et assez jeunes, alors que le Centre d'action bénévole travaille plus avec les aînés ou les jeunes familles. Mais étant donné la tournure du projet, c'est vraiment plus avec les aînés qu'on a travaillé, puisque c'était une exposition sur faire parler les mères et les grands-mères, donc les jeunes familles, c'était moins, on remontait beaucoup moins loin qu'avec les personnes aînées, puis aussi au niveau des horaires, tout simplement, un côté pratico-pratique. Les jeunes familles, les jeunes mamans qui n'ont pas de moyens de garde, c'est un peu compliqué de se déplacer le mardi matin de 9h à midi. Fait qu'il y avait ça aussi qui rentrait en jeu. Le bouche à oreille aussi a très bien fonctionné. Une fois que les gens se sont lancés, on a des petites personnes qui parlent, là, qui sont des alliés. Puis on a réussi à avoir d'autres personnes qui sont venues. Ce bouche à oreille nous permet aussi d'obtenir encore la confiance des personnes, puisque ces personnes reviennent et ramènent du monde. Puis que là, on commence à devenir une très grosse gang de personnes qui n'étaient pas là au musée l'année passée. Seulement des femmes ont été interpellées par la thématique et ont souhaité se joindre à nous. Alors le recrutement qui a été fait par le Centre d'action bénévole, je ne sais pas trop comment ils l'ont tourné. En tout cas, ce sont des femmes qui ont été interpellées. Et ça s'est fait comme ça, mais c'était très bien. Au total, il y a eu un noyau dur de 13 femmes qui sont venues globalement à presque toutes les réunions, 12 anglophones et 1 personne francophone, mais qui quand même se débrouillent très bien en anglais, donc il pouvait y avoir des conversations dans les 2 langues, mais plus en anglais. La majorité, en fait, elles étaient toutes résidentes de Stansted ou des environs. De Georgeville, c'était le plus loin. Il y avait quand même des femmes assez âgées qui se déplaçaient en auto l'hiver. C'était comme assez étonnant. Il y avait 1 personne qui résidait dans la région depuis une quinzaine d'années. Les autres sont ou nés à Stansted ou ont pas grandi, mais sont là depuis plusieurs décennies, ont élevé leurs enfants. Et qu'il y a vraiment quand même une implication dans la communauté. Et ça a un grand rôle parce que il y a une expérience commune. Le fait de comprendre la vie à Stansted, j'imagine, c'est qu'une intuition, mais la vie, en tout cas les femmes l'ont dit, la vie à Stansted, c'était pas la même qu'à Magog par exemple. Puis elles venaient vraiment de la campagne anglophone. Elles se faisaient dire quand elles étudiaient à Magog qu'elles venaient pas d'ici, alors que c'est quand même pas très loin, là, on s'entend que c'est 30 minutes. Toutes connaissaient le musée. Certaines avaient un lien très fort avec celui-ci, d'autres y allaient très très occasionnellement pour des événements en particulier, notamment la foire des artisans avant Noël. Et parfois il y en a qui étaient membres, mais la plupart ne le fréquentaient que très rarement. Donc c'est vraiment un lieu qui est comme, ah oui, il y a un musée, mais c'est comme elle allait plus souvent à l'épicerie qu'au musée, par exemple. Ce qui est assez logique, hein, on va à l'épicerie toutes les semaines, mais
C'était pas un lieu qui était associé à une habitude que ces personnes avaient, alors que maintenant c'est l'inverse. Elles vont toujours plus à l'épicerie qu'au musée, mais elles viennent très souvent au musée. On a fait 5 ateliers et ah bah oui, attendez, je vous montre des photos quand même. Donc là, ouais, je peux vous montrer. Ça c'est des ateliers qu'on a menés avec elles. Dans le solarium, qui est vraiment une très belle pièce au musée, qui est assez grande. Il y a une réunion des cercles d'infirmières, notamment depuis presque un an. Très très agréable, on se sent bien. Le seul problème, c'est qu'il y a un écho considérable, avec aussi 4 femmes qui parlent en même temps. On s'entend plus, mais enfin 4 femmes, 4 personnes qui parlent en même temps, on s'entend plus. Mais il y a quand même une grande table, on se sent vraiment bien. Le premier atelier, on l'avait fait dans la salle éducative. Puis c'est un lieu pour les enfants, il y a des colonnes qui séparent visuellement l'espace et ça marchait vraiment moins bien. Il y a quand même quelque chose qui dans l'ambiance, faisait que les personnes étaient sentaient moins à l'aise. Il y avait probablement une forme d'infantilisation aussi, juste du fait que c'est un espace qui est dédié aux enfants. Même moi, je ne me sentais pas à l'aise d'écouter des femmes âgées parler dans cet espace. Fait qu'on a 6 ateliers, il en reste un à faire qui est vraiment le post-mortem, mais on a fait 5 ateliers de discussion, donc la discussion du projet, le partage d'idées, discussion autour des objets du musée et des objets que les femmes avaient apportés, notamment ça, ce sont donc des objets que les femmes ont apportés. Un atelier aussi autour des photographies de femmes et leurs familles où elles ont fait des collages à partir de ça qui sont exposés dans l'exposition. Puis c'est un atelier qui a mené à beaucoup d'émotions parce que c'était faire un collage avec des femmes de leur famille. Donc elles essayaient d'honorer la mémoire des mères et des grands-mères dont elles ont parlé pendant plusieurs semaines. Ça a été très 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 émotionnel comme moment. Et donc on va faire aussi un post-mortem pour revenir sur le processus, les résultats, l'apport personnel et collectif d'un tel projet. Donc il y a une confiance qui s'est bâtie tout au long, avec beaucoup d'émotions et de complicité. Au début, je me souviens je peux vous la montrer là, Diane qui est ici, quand même un bon caractère, forte personnalité, qui la première fois était très timide, tellement stressée qu'elle n'osait pas parler. Maintenant là, elle vient au musée, elle tutoie tout le monde, bon ça c'est comme pas un critère, elle fait la bise à tout le monde, elle reste là longtemps, elle apporte son tricot, elle est chez elle, elle montre aux gens où sont les espaces. Il y a comme quelque chose qui s'est tissé alors que cette femme-là venait jamais au musée. Donc, elle est très très fière de rentrer, elle a plus peur de passer la porte. Il faut savoir que c'est une porte horrible au musée, qui est très difficile pour tout le monde, puis qui fait un bruit pas possible. Et il faut vraiment forcer pour l'ouvrir. Fait que ça demande un effort de rentrer au musée. Même pour moi, tous les matins, là, c'est comme, ok, tout le monde sait que je suis arrivée. Puis tout le monde sait que je m'en vais. C'est quand même pas, on peut pas rentrer incognito au musée en se disant je suis un peu gênée mais c'est pas grave, ça va aller. Non, tout le monde sait quand quelqu'un est là. C'est vraiment une porte de maison. Hop, donc ça c'est des photos des ateliers. L'avantage de la co-création, c'est la relation accrue avec la communauté. Ce qu'on n'avait pas au musée, en tout cas ce qu'on avait perdu. Peut-être que ça existait avant, mais ça avait été perdu avec les années. La mise en valeur d'histoires personnelles et locales. On ne fait pas la grande histoire. Dans les textes, on n'a pas lu de livre. Pour Marie Lavorel, un doctorat, on n'a pas lu de livre. On ne s'est vraiment pas basé sur des bibliographies de chercheurs, alors que nous, on est très habitués à faire ça. Justement, mon réflexe, c'est d'aller chercher dans des bibliographies. Là, on a totalement changé nos façons de fonctionner. Le partage d'autorité aussi et l'effacement du musée. On est arrivé à la première rencontre en disant « nous, on ne sait rien, c'est vous qui allez nous expliquer cette histoire-là. » Moi, en plus, c'est sûr, je ne sais rien. Là, j'arrive de Montréal, ça fait 14 ans que je suis au Québec, c'est sûr que ce n'est pas moi qui vais leur expliquer leur histoire. Mais c'est des personnes qui sont habituées à ce qu'on leur explique comment ça fonctionne un musée. Normalement, on arrive au musée, c'est le musée qui nous dit comment l'histoire, qui nous raconte les grands événements. Ça vient rarement de la base en fait. Il y a comme vraiment un renversement de la pyramide d'autorité. Puis ça, pour plusieurs personnes dans les musées, pas au musée Colby-Cotis, mais
en général, surtout avec un titre de conservateur, c'est très difficile d'arriver et de dire en tant que conservatrice, je sais rien, explique-moi. Alors que normalement, les conservateurs ou les conservatrices ont une position d'autorité de savoir. Donc ça, c'est comme un renversement, puis ça a dérouté des femmes qui travaillaient avec nous, qui disaient, là, j'ai pas le titre pour faire ça. Il y a aussi une l'exposition qui est sur le vécu, avec une impression d'intimité qui parle aux personnes. Les personnes se livrent dans l'exposition et ça amène le public à se livrer aussi. Les guides le remarquent beaucoup. Les personnes parlent, le public livre des émotions, des souvenirs, et ça c'est rare vous allez au musée des Beaux-Arts de Montréal, là. Vous n'allez pas commencer à raconter votre vie au guide, a priori, là, sauf si vous avez vraiment envie de parler avec, mais ça arrive rarement. Il y a aussi d'autres histoires qui émergent, puis ça c'est l'avantage de ne pas avoir beaucoup lu, c'est qu'on avait quand même des intuitions, puis tout d'un coup, hop, c'est pas ça qui est important, c'est autre chose. Les femmes ont envie de livrer cette histoire, une histoire qui leur appartient, alors que nous, il y avait comme d'autres choses qu'on voulait montrer. Finalement, ça prend le bord parce que c'est pas tant ça qui est intéressant. Fait qu'il y a aussi une réévaluation donc de l'importance des thématiques et la valeur qu'on leur attribue. L'avantage aussi de la co-création, c'est le prêt d'objets et la documentation de nos collections. Les femmes qui, par exemple, là, le hachoir à viande, il y a une femme, Diane, qui est arrivée avec ce hachoir. On en a plein dans la collection des hachoirs à viande. C'est pas la question dans le hachoir à viande. Mais elle est venue avec son hachoir. C'est comme on a décidé d'exposer son hachoir à viande parce que c'était son histoire. Puis, certains autres objets de la collection, avec leurs histoires, on peut les documenter. On peut ajouter une histoire, une expérience sur un objet qui, en fait, ne parle pas. Les objets parlent avec le savoir qu'on leur met dessus. Donc, c'était une bonne façon de les... c'est un avantage de la co-création. Les défis de la co-création, c'est la planification et le calendrier qui est différent. Parce que forcément, quand on travaille avec des gens, il faut que les gens soient disponibles. Donc, en fait, c'était pas selon mon calendrier, mais c'était selon leur calendrier. Fait que ça engage une planification beaucoup plus longue, ça prend beaucoup plus de temps. Il faut attendre des réponses, des confirmations. C'est quand même un long processus. Trouver aussi donc un équilibre entre le savoir scientifique, universitaire, et le savoir expérientiel. On est quand même un musée, comme je le disais. On peut pas que mettre en valeur l'expérience des gens. Il faut quand même que ça soit basé sur des choses qui existent. Donc, quand je disais qu'on n'a pas lu le livre, on a quand même vérifié les choses. Là, on va pas raconter une histoire au souper de Noël avec l'oncle Georges qui raconte son histoire. Là, on est quand même un musée. Il faut aussi, comme défi, qu'on reste fidèle à ce que les participantes ont partagé. Il ne faut pas dénaturer leurs propos, dénaturer leur mémoire. Autrement, il y a une perte de confiance. Elles nous livrent quelque chose, mais nous, si on arrive, on déforme tout, ça ne marche pas. Aussi le défi de faire une histoire de l'intime et des actions qui paraissent banales, qui sont, selon les participantes, sans intérêt. Parce que l'histoire des femmes, souvent, c'est une histoire du banal. C'est prendre soin. Ça, c'est assez... Bon, les femmes, souvent, ne comprenaient pas pourquoi on leur posait des questions. Elles disaient comme, là, c'est ma vie, là, j'ai comme toujours fait ça, ma mère a toujours fait ça, je vois pas pourquoi ça serait intéressant de montrer ça. Mais nous, c'était ça qu'on voulait montrer, parce que c'est ça qui intéresse les gens et qui fait parler et qui ouvre une discussion. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Le choix des objets maintenant. Les objets sont venus de 4 sources: les fonds d'archives des Women Institute, les dons récents des femmes liées au Women Institute, parce que quand elles ont su qu'on faisait une exposition où on présentait des fonds d'archives qui étaient déjà extrêmement volumineux, qui étaient composés de plusieurs centaines de documents, elles se sont dit « Ah, mais j'en ai plein dans mon garage, je te les amène !» Donc là, on s'est retrouvés avec des boîtes et des boîtes et des boîtes qu'on n'avait pas anticipées. Puis nous, on n'avait pas commencé à travailler avec. Fait que là, c'est comme aussi toute une négociation. Ok, tu m'amènes ça. Fait comme tu t'attends à ce que je montre des choses, mais moi, je pensais pas les montrer. Fait il y a comme toute une négociation comme ça. Les objets donc de la collection du musée, bien évidemment, parce qu'on va montrer nos collections, ça fait partie de notre mandat. Et les objets prêtés par les femmes pour l'exposition qu'on avait choisi lors de l'atelier de présentation de leurs objets. On a commencé à regarder un peu ce qui pouvait nous intéresser.
Et donc, il y a deux types d'objets, des objets donc d'archives et documentaires qui ont une valeur collective, et aussi des objets vraiment mémoriels et historiques assez banals finalement, le hachoir à viande, objet très très banal, mais qui a une valeur individuelle et après qui peut a posteriori avoir une valeur collective quand le public se retrouve dans cet objet-là. Avec Marie Laborel, donc la commissaire, on a discuté en atelier, puis on a réfléchi ensemble ensuite à comment sélectionner ces objets-là. Bien évidemment, quand on parle des femmes, surtout au XXe siècle, des femmes qui ont, pour la majorité d'entre elles qui ont participé, n'ont pas beaucoup travaillé. J'entends un emploi rémunéré, là, parce que le soin des enfants et de la famille, c'est du travail, mais pas un emploi rémunéré au sens statistique Canada. Donc, il y avait la sphère domestique qui était très importante. Mais on ne voulait pas restreindre l'expérience des femmes, l'histoire des femmes, au juste le soin de la famille, de la communauté, même si c'était fondamental. On ne voulait pas montrer un fer à repasser, un tordeur à linge, parce qu'elles nous en ont parlé, hein, des machines à laver au tout début, puis on en a au musée, les tordeurs dans lesquels elles se tordaient les doigts, tout ça. Mais normalement, on ne voulait pas réduire l'histoire des femmes à elles faisaient le ménage, elles faisaient à manger, puis elles soignaient les enfants, parce que ça, on le sait, puis c'est très réducteur, en fait. Il y avait quand même plein d'autres choses qui se passaient. Donc, on a choisi de présenter des objets liés à l'alimentation et aux enfants, parce que sans nourrir sa famille, on n'a pas de famille, c'est aussi la survie et la vie. Le ménage est représenté par une fourche à lessive, donc il y a vraiment juste un objet qui est esthétiquement vraiment comme pas invisible, mais il fait partie de l'exposition, mais c'est pas un objet gigantesque comme les anciennes machines à laver ou les gros tordeurs qu'on a. Puis dans cette fourche-là, j'ai une photo, mais je pense que vous la verrez pas beaucoup. Mais là, c'est un objet, il faut quand même l'imaginer, c'est comme c'est une grosse fourche pour mélanger le linge. Puis la partie fourche est très abîmée parce que l'eau était probablement très chaude avec plein de de javel ou de percarbonate, enfin des choses qui blanchissaient le linge. Fait qu'on voit aussi le fait que c'était un soin qui abîmait physiquement les personnes, juste avec la présentation d'une fourche, qui est un objet très banal en bois, qui pourrait être une fourche à autre chose d'ailleurs. Et d'autres objets évoquent plutôt les réunions de famille. On a un appareil photo Brownie Kodak des années 20. Elle parlait des soupers de famille, le fait qu'il y avait de la musique, on chantait, on jouait. Il y avait quand même beaucoup de l'aspect des loisirs, puis ça c'est très peu montré. Le fait aussi de prendre soin de soi. Il y a des fers à cheveux, des broches, des bijoux. Il y a l'aspect coquetterie aussi dans l'histoire des femmes. C'est des femmes qui travaillaient, qui étaient dans un milieu rural, mais qui prenaient soin d'elles et qui étaient quand même bien habillées. Donc, c'était des choses qui étaient importantes. Pour les fonds des Women Institute, ça, deux exemples rapidement. Ça, c'est un journal, un scrapbook en fait, qui est détenu par Cathy Curtis, qui était l'ancienne archiviste au musée, qui a pris sa retraite l'année passée, qui est restée 25 ans au musée. Et c'est le scrapbook de la famille de son mari, qui est un Curtis aussi, qui est une branche à côté du Colby Curtis. C'est pas lié directement au musée, qui revient en tout début, fin 19e, début 20e. C'est toute l'histoire. Il y a même une photo de la ferme où elle vivait, où Cathy vit encore. Fait que c'est vraiment l'album de famille, avec d'archives, de photos, de coupures de presse. Fait que c'était vraiment un objet très important pour leur famille et ils ont accepté de le prêter au musée. Fait qu'on le voit au musée. Donc, puis à côté, donc une courte pointe faite par une des participantes avec des amis à elle qui exposait aussi au musée, qui est une courte pointe de l'amitié. Fait que là, il y a aussi toute la question de la solidarité des femmes entre elles en milieu rural, vraiment très éloigné des grandes villes. Pour les fonds des Women Institute, donc on a travaillé avec plusieurs centaines de documents d'archives et par là, c'est un peu compliqué de montrer des archives, c'est un peu rébarbatif, là, on en voit deux, on voit des documents, personne lit vraiment ça, là, on s'entend, on va se le dire. Fait que c'est compliqué d'exposer ça en étant intéressant pour les gens. Fait qu'on s'est dit, ok, on a plusieurs centaines de documents, des rapports annuels, des livres de comptes, des publications, des conventions, des choses qui sont intéressantes pour les Women Institute.
Mais pour le public qui connaît rien à ça ou qui a un intérêt plus ou moins détaché, qu'est-ce qui peut en retirer? Et on s'est dit, c'est l'accumulation des documents qui est importante et qui montre l'organisation méthodique et minutieuse des informations compilées par ces femmes-là. Parce qu'on disait, les femmes, elles ont pas été à l'école, elles savent pas lire, elles savent pas compter, pour certaines. Mais en fait, elles étaient super organisées, très très méthodiques. Les procès-verbaux, c'est incroyable. Tout est écrit à la main. Il n'y avait pas d'effaceur de petits blancs là. Non, là, c'est quand même, tout est parfaitement bien organisé avec une belle écriture. Le suivi des finances et des événements organisés, la valorisation de leur action par le gouvernement, parce que le ministère de l'Agriculture chapeautait aussi à un moment donné les Women Institute, et leur convention se passait à, et là j'oublie l'affaire, au collège McDonald qui fait partie de l'Université McGill à Santa-Bellevue. Il y a aussi une valorisation universitaire et scientifique. Leur rapport était démontré en tout cas valorisé et appuyé par l'université. La multiplication aussi des occasions de rencontre pour le bien commun local, les enfants, les plus démunis, les jeunes mères, les aînés, et aussi qui était rythmé par le rituel du calendrier social et religieux. Puis ça, c'est des choses qu'on a mis en valeur, notamment parce qu'elles nous ont apporté par la suite, qui ne faisaient pas partie officiellement des collections encore, qui sont plein de photographies. Et des photographies vernaculaires du banal, la réunion du thé à Euscliffe, à la foire de Euscliffe. Donc il y a plusieurs femmes qui sourient, la photographie d'un panier, comme des choses assez banales, documentaires en fait. Comme maintenant on prend des photos avec nos téléphones pour nous rappeler une célébration. Nous, c'est difficile de montrer ça aussi pour que ça intéresse un plus grand nombre. Puis on a réussi à le mettre en valeur, puis les gens se reconnaissent, car on a beaucoup de photos de personnes qui disent « Ah, mais je suis sur la photo, c'était à tel événement que j'étais ». Fait qu'il y a quand même un lien entre l'archive officielle et l'événement dont est tiré ou est inspiré. Enfin, il y a comme des liens qui se créent. Et aussi, on voulait montrer le lien, en fait, avec l'histoire de la Société historique de Stansted, parce que la Société historique de Stansted, dont fait partie du musée, a été créée en 1929, comme je l'ai dit, à l'école Mencher, qui est l'école de rang qui maintenant appartient au musée. École de rang qui appartenait à l'époque au Women Institute. Fait que la société historique est fortement liée au Women Institute, et ensuite les Women Institute ont donné au musée l'école de rang. Fait qu'il y a vraiment un triangle amoureux, institutionnel qui s'instaure, ou en tout cas pour le bien-être la préservation du patrimoine local. Ensuite, on a décidé de mélanger les objets prêtés par les femmes. Alors, attendez. Donc, ça, c'est la salle des Women Institute. Donc, avec ici, en fait, c'est un garde-robe. Là. C'est comme un musée, une maison. Là. On a utilisé le garde-robe qui était une réserve du musée, avec beaucoup de livres qu'on a mis dans un autre espace pour en créer un espace d'exposition. Et là-dedans, on a mis ou en tout cas une grande majorité des documents d'archives du Women Institute pour montrer l'accumulation. Bon, là, ma photo est très mauvaise, là, pour montrer l'accumulation. Marie voulait mettre une table aussi pour montrer l'accueil, le fait que les femmes accueillaient. Sur beaucoup de photos des Women Institute, on voit des tables dressées, des belles tables. Les femmes prenaient vraiment soin d'accueillir visuellement aussi leurs convives. Fait qu'on voulait donner cette impression-là. Puis il y a des scrapbooks que les femmes nous ont laissés, qu'on a mis sur la table, puis qu'elles autorisent le public à consulter. Fait que les personnes aussi peuvent voir l'histoire de ces femmes qu'elles ont elles-mêmes compilées. Puis ça, elles sont très fortes là, parce que c'est vraiment très intéressant. Ok, donc là il y a plutôt une image que j'avais pas tantôt, donc avec énormément de rapports annuels, il y en a beaucoup partout. Et je voulais mettre quelque chose. Ah oui, c'est autre chose. Là, les photos au mur qui sont liées aux archives, la photo de l'école Mencher, une peinture de l'école Mencher, donc qui fait un lien avec le musée. Et ce que je voulais vous montrer, oui, voilà, c'est en bas, la fameuse Baratabeur. C'est beau, hein. On a une Baratabeur qui est exposée, mais on en a, c'est ça, plusieurs autres dans la grange. Donc, ici, sur ce socle-là, on a décidé en fait de mettre en valeur des objets à la fois du musée, des objets prêtés par les femmes, mais sans qu'il y ait de distinction.
Fait qu'ils sont tous au même piédestal, même s'ils sont sur des socles différents pour créer une hauteur et une scénographie. Mais ces socles ne représentent pas une distinction musée-femme. Et ça, c'était très important pour nous parce qu'on voulait pas que... en fait, on voulait que les histoires individuelles et collectives s'entremêlent et que voilà ce qu'on donnait, voilà ce qui était ressorti des discussions sans distinction de classe entre l'élite anglophone, parce que là-dedans, il y a des objets qui appartenaient aux Colby, qui était la famille la plus fortunée de Stansted, mais qui côtoient des objets du quotidien d'une dame qui a toujours vécu avec peu de moyens. Là, c'est aussi un revirement historique, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories de personnes qui ne se fréquentaient pas, puis qui tout d'un coup existent ensemble dans une exposition. Donc ça, c'était très important pour nous. Aussi une mise en miroir avec notre propre histoire et celle des femmes de notre lignée, parce qu'énormément de personnes qui sont de visiteurs retrouvent des objets qu'ils ont toujours eu chez eux. Les femmes nous ont beaucoup parlé du café, du percolateur, tout ça. On a un percolateur dans la collection, on l'a mis, tout le monde sait ce que c'est un percolateur. Là. Fait qu'il y a quand même aussi quelque chose qui nous lie. Puis un renversement, je vous parlais un renversement de classe, puis un renversement aussi de genre, parce que Marie avait eu l'idée de faire des portraits filmés. Donc c'est comme des portraits fixes, sauf que c'est une vidéo en mouvement. Donc tout d'un coup, la personne bouge un petit peu et hop, on voit qu'elle bouge, qu'elle existe, qu'elle est vivante. C'est vraiment les portraits de la majorité des femmes qui ont participé, en tout cas celles qui étaient disponibles ce jour-là pour prendre des vidéos, pour qu'on les voit. Et ce qui est intéressant, c'est que ces portraits-là ont été filmés dans le cabinet des hommes, le salon des hommes, qui est en rentrant au musée tout de suite à droite, qui est vraiment un salon qui était réservé aux hommes avec une atmosphère très masculine. Puis là, on a décidé de mettre des femmes dedans. Voilà. Pour un peu renverser aussi la situation. Puis il y a une des femmes, son papa travaillait pour les Colby. Puis là, tout d'un coup, elle est au musée, filmée dans le salon des hommes. On trouvait ça vraiment... vraiment bien de faire ce genre de choses. Puis à côté, l'autre vidéo, en fait, c'est un carrousel de photos. On voulait faire des vidéos, mais finalement, problème technique, ça n'a pas fonctionné comme on voulait. C'est vraiment les femmes qui ont prêté leurs objets, qui les utilisent, qui les mettent en action. Puis au musée, le principe d'un musée, c'est que les objets, on ne peut plus les utiliser. Le piano, on ne peut pas jouer dessus au musée. Normalement, on n'a pas le droit de toucher aux objets. Moi, mon objectif, c'est que les objets durent pour l'éternité, ce qui l'éternité, c'est utopique, là. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont se détruire, ils vont se dégrader fortement. Donc le but, c'est que je touche jamais aux objets. Ou si j'y touche avec des gants blancs, puis il faut que je réfléchisse si je peux y toucher au moins une fois, pas deux. Mais là, ces femmes-là, c'est leurs objets, là. Fait qu'elles pouvaient les mettre en action. Fait que tout d'un coup, il y avait quand même une différence entre les objets non vivants, les objets du musée qu'on ne pouvait pas toucher, puis tout d'un coup, des objets qu'elle pouvait toucher. Il y en a une qui a offert qui a prêté des fers à friser. Puis Marie, la commissaire, elle a commencé à lui friser les cheveux, puis c'est ça qui est ressorti. Fait qu'il y a comme une mise en action de ces objets-là. À droite, vous voyez les collages que les femmes ont fait pour mettre en valeur l'histoire de leur lignée féminine. Puis à gauche, la courte pointe qui est gigantesque, qui aurait été impossible à exposer, où il aurait fallu juste ça dans une pièce. C'est très beau, mais ça n'aurait pas été... il nous manque de salle. Donc on a disposé comme ça parce qu'elle est magnifique. On est tous d'accord là-dessus, elle est absolument magnifique. Je vais avancer. La mémoire des gestes. Ah, ça, c'est le troisième espace qui est le boudoir, la pièce du milieu, qui est vraiment une salle petite quand même, où on présente le processus de co-création. Les personnes peuvent s'asseoir, il y a un canapé, il n'y a jamais eu d'espace pour s'asseoir au musée avant. Puis on s'est dit non, il faut que les gens prennent le temps, se déposent. Le musée, c'est fatigant d'aller au musée. C'est un musée aussi où il y a des escaliers, c'est pas accessible facilement à tout le monde. Nous, on est au 3e étage, les gens montent, ils sont tous essoufflés quand ils montent au 3e étage. Fait que c'est quand même physique ce musée. Puis on voulait un espace où les gens se déposaient, puis ils pouvaient mettre sur des cartons ce que leur mère ou leur grand-mère leur avait appris, puis les gens se livrent, donnent vraiment des exemples. Il y a souvent, là j'ai mis comme quelques petits témoignages, mais souvent les gens disent merci en fait à leur mère et leur grand-mère. C'est vraiment émouvant ce qu'il en ressort.
Puis c'est comme une espèce d'introspection qui est permise tout d'un coup, comme un temps qui s'arrête. Ah, j'ai un canapé, je peux m'arrêter, je peux réfléchir à ce qu'on m'a apporté, autre que me nourrir, comme les valeurs. Il y a quelque chose qui est vraiment très très beau. Il y a beaucoup d'émotions qui est palpable. Les guides nous parlent de justement des partages avec les visiteurs. Puis moi, je parle plus d'une exposition bien-être. Ça fait du bien. Moi, j'aime bien y aller. Ça fait du bien. On voit des belles choses. On sent qu'il y a on est ici grâce à ce qu'elles ont fait aussi. En fait, il y a comme une espèce de continuité qui est plus que l'histoire. On continue aussi les ateliers. En fait, la continuation des ateliers se manifeste de deux manières, avec notamment des activités, des présentations à des enfants. Les femmes viennent présenter leur travail à des groupes scolaires de Stansted. Fait que les enfants peuvent parler avec ces femmes-là, puis il y a un lien d'explication pour les personnes aussi qui n'ont pas la chance d'avoir leur mère ou leur grand-mère qui peuvent leur raconter ce genre d'histoire, d'où on vient. Puis, il y a d'autres activités qui ont été organisées avec les femmes. Donc, c'est elles qui sont en charge un peu de la programmation culturelle. Elles ont choisi ce qu'elles voulaient faire. Fait qu'il y a eu une activité beurre de pomme. Elles sont venues faire du beurre de pomme. Puis, alors là, tout le musée, moi, je n'étais pas là, mais tout le musée sentait le beurre de pomme. Il paraît que c'était extraordinaire. Puis, tout le monde y allait avec sa recette. Il y a eu une activité partage de biscuits. Là, j'étais là. Et c'était bon. Et il y a comme une table gigantesque remplie de biscuits. De toutes les saveurs, de toutes les grosseurs, de toutes les couleurs. Puis, c'est comme, elles avaient tout mis dans des petits ziplocs pour que chacune puisse rapporter ça chez elle. C'est vraiment, vraiment des grand-mères extraordinaires. Et ce qu'il en ressort aussi, c'est qu'on avait beaucoup parlé de est-ce qu'elles faisaient partie de groupes de femmes, d'associations de femmes comme les Women Institute. Puis elles étaient c'était un peu lié à l'église, mais on sentait que c'était pas tant ça ce dont elles voulaient parler, alors que nous, c'était notre intuition et envie première au début. Donc là, je vous parlais un peu de revirement de thématique où nous, on voulait axer ça là-dessus, puis finalement, ça les intéressait pas beaucoup. Puis il y en a une qui m'a dit quelque chose de très bon. Une fois, elle m'a dit moi, j'ai jamais fait partie d'un groupe de femmes dans ma vie, mais ce que tu as créé au musée, c'est mon groupe de femmes maintenant. Puis elle était très réfractaire au début à venir. Elle était vraiment c'est comme un beau compliment. Puis tout d'un coup, le musée devient un espace de socialisation de femmes qui, en fait, on a constaté, étaient assez isolées. Depuis la Covid, ça, elles en ont beaucoup parlé. Il y a beaucoup moins d'espaces de socialisation. À Stansted, il n'y a pas de salle communautaire aussi. C'est comme, il faut trouver des espaces pour se rencontrer. Et avec les activités, aussi bien du processus de co-création que la programmation culturelle, ça leur fait un espace. Puis on dit, l'activité est ouverte à 9h, elles sont là à 8h15 avec leur tricot. C'est quand même impossible, le cadre n'existe plus, elles sont comme chez elles, là, c'est fini. Puis normalement, il faut qu'elles partent parce qu'il y a d'autres choses. Puis on ne peut pas les faire partir, elles sont trop contentes ici. Bref, pour finir, ce que le projet a mis en lumière, c'est que les femmes sont très peu valorisées et leur apport est très peu valorisé, mais elles ont été essentielles au bien-être de la communauté et aux soins des personnes, au moment aussi où l'État ne prenait pas le relais à l'époque. Et puis bon, le fait que l'État prenne le relais, ça engendre d'autres affaires, hein, c'est qu'il y a moins d'argent, puis il y a moins de... C'est un autre débat, mais cette exposition a permis de mettre en valeur ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont été, qui n'était jamais montré. Il est aussi difficile de parler de quelque chose qui fait partie de nous et qui nous a été inculqué depuis l'enfance, prendre soin. Il y a une forme de déterminisme social aussi, une trajectoire qui est tracée. Tu es une femme, tu vas avoir des enfants, tu vas élever tes enfants, tu vas prendre soin de tes frères et sœurs. C'était ça. Et c'est très difficile d'expliquer ça quand ça fait partie de nous. Un besoin, comme je l'ai dit, de se regrouper et de discuter de ce qui lie ces femmes dans l'expérience à la fois intime, ça a pris du temps avant qu'elles se livrent, et commune aussi. Tout d'un coup, elles se sont rendues compte que toutes leurs expériences individuelles, il en ressortait quelque chose de commun, elles avaient beaucoup plus à partager, puis parfois elles racontaient des choses, elles se connaissaient quand même, hein. La majorité se connaissait, vont à l'église ensemble, tout ça, mais finalement, elles se sont racontées des choses qu'elles ne savaient pas les unes des autres, parce qu'elles n'ont jamais trouvé ça intéressant, parce que c'était leur quotidien, puis tout d'un coup, toi aussi, tu vivais la même chose que moi à la même époque. Et ça, on a trouvé ça vraiment très très bon. Ce qui était intéressant aussi, c'est
d'exploiter les collections du musée selon un angle différent. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut valoriser, notamment pour le 100e anniversaire de la Société historique. On aimerait refaire une exposition permanente et mettre en valeur l'histoire des femmes, et non plus, en ce moment, si vous êtes déjà allé au musée, c'est beaucoup l'histoire de la famille Colby. Mais les Colby sont arrivés en 92 dans l'histoire de la Société historique qui date de 1929, c'est très récent. Fait que toute l'histoire avant de la communauté, sans l'apport de la famille bourgeoise, est globalement effacée du musée. Donc, et l'apport de la communauté, c'est 50% de la population, ce sont des femmes. Fait que ça, il faut le mettre en valeur d'une certaine façon. Et ce qui le projet a mis en lumière aussi, c'est qu'on a tous besoin de temps pour discuter, tisser une confiance, arriver à ouvrir une porte et honorer aussi cette confiance sur le long terme. C'est pas juste on a fait une exposition, on a besoin de vous pendant 3 mois, puis après c'est fini. Fait que ça, c'est quelque chose comme une relation qu'il faut, comme nous tous on a des relations avec les gens, il faut les alimenter, il faut appeler les gens, il faut aller sonner à une porte, voir si la personne va bien. Il y a comme quelque chose de l'ordre vraiment d'une relation amicale et intime qu'on a tissée. Je pense que ce que je peux dire, c'est que l'exposition a été très bien accueillie par les femmes, vous le voyez, elles ont l'air plutôt contentes de ce qu'elles voient. Elles reviennent, elles sont fières, elles présentent l'exposition à leur famille qui ne sont pas forcément à Stansted. Ça a répondu à un réel besoin que je pense qu'elles n'anticipaient pas, en fait. Quand on pense qu'on n'est jamais important, ça ne crée pas un besoin de montrer ce qu'on est. Et là, tout d'un coup, elles se sont rendues compte que leur histoire avait autant de valeur qu'elle pouvait être exposée dans un musée. Puis ça, pour la fierté d'une personne, et la confiance, puis c'est très, très important. Puis donc, on souhaite poursuivre cet effort d'amplificateur de voix à la fois individuelle et collective. Donc, ça a été une première expérience très positive. On décide de continuer de plusieurs manières. Le processus de co-création comme ça, on ne peut pas avoir tout le temps cet argent puis ce temps. Donc, il y a plusieurs manières de l'organiser. La participation citoyenne, on a la prochaine exposition qui est sur les photographies anonymes. On a une immense collection de photographies du XXe siècle, et normalement, et avec dedans beaucoup de photographies non identifiées. Donc, on fait comme on propose aux personnes, on a envoyé en public postage cette semaine des cartes issues de la collection en disant reconnaissez-vous cette personne? C'est juste pour créer un lien, un dialogue, pour que les personnes puissent même imaginer l'histoire de cette personne. Moi, je m'en fiche que ça, je sais pas qui c'est, c'est pas ça qui est important. D'essayer de se mettre dans la peau et de dire cette personne ressemble vraiment à ma grand-tante qui habitait à côté. C'est ça qui nous importe. Puis, pour 2026, on a un nouveau projet de co-création sur l'expérience de la vie sur la frontière, parce que Stansted est clairement sur la frontière, avec un budget encore plus important. Avec encore plus de monde, parce que là, on a décidé, OK, les aînés, c'est fun, là, on va inclure les jeunes aussi, parce que l'expérience de la frontière des personnes âgées et des personnes plus jeunes est très différente. Les personnes jeunes, là, le 11 septembre, elles n'ont pas vécu ça, là, elles sont nées après. C'est étonnant, mais ouais. Fait que c'est vraiment des expériences différentes et on essaye de recréer un lien et un dialogue aussi entre les personnes âgées et les jeunes, parce que les femmes nous ont parlé, il n'y a plus de dialogue, on n'a pas de lien avec la jeune génération, qui a trouvé ça très dommage. Donc on s'est dit, la prochaine expo, on va essayer de resserrer Stansted autour d'un projet. Donc, je vais m'arrêter là, j'ai vraiment beaucoup dépassé, je m'excuse. Merci de votre endurance. Et si vous avez des questions, ça me fera tout.